Donc tu as un baccalauréat D? J'ai un baccalauréat D. Je ne réussis pas à obtenir ça. Et je décide d'aller refaire le baccalauréat C pour faire le concours de Polytechnique. Parce que c'était donc mon rêve à moi. C'est là-bas que je ferai la rencontre du professeur Camto, qui était président du conseil éditorial. Ce que je peux vous dire en un mot, c'est que je crois que M. Foutsoa est payé pour que je sois licencié. Et d'ailleurs, je pense que des profils comme les miens ont contribué beaucoup à resserrer les rangs entre la presse privée et la presse publique. D'ailleurs, d'abord, je voudrais remercier Aman parce que c'était le porteur de projet de mutation. Sur cet épisode-là, je pense que celui qui a le moins parlé parmi les deux est celui qui a dit, pour l'essentiel, la vérité. Contrairement. Oui, mais je peux vous dire que la première personne qui a souffert ou qui a montré la gêne par rapport à cette situation-là, c'était Poté Ayama. Nous avons été torturés. Je peux vous dire que je suis le seul justiciable camerounais qui, dans un procès correctionnel, a passé 20 heures d'affilée à la barre. Bon. Je suis jusqu'aujourd'hui convaincu que c'était une bonne décision qui avait été prise de donner des pouvoirs de régulation au CNC. Il y a même des gens qui sont allés, qui ont essayé d'influencer mon épouse en allant lui raconter des choses. Et pour qu'elle te laisse. Voilà la réponse qu'elle a souvent. Elle dit que mais s'ils pensent que c'est la bonne chose à faire, c'est que c'est la bonne chose. Et chez nous, les problèmes ne dorment pas. Donc si on a un malentendu, là, on le règle, puis le lendemain, on est passé à autre chose. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de votre podcast Médiatude Inspire. Notre invité de ce jour fait partie des grands noms de la presse écrite au Cameroun. Sa signature est gravée dans les colonnes de titres réputés dans le célèbre quotidien Mutation. Il compte parmi les rares professionnels des médias au Cameroun à être resté à la une tout en demeurant éloigné du paysage audiovisuel. La presse, à laquelle il a consacré plus de 27 ans de carrière, continue de le maintenir sous les projecteurs. Reporter, chef de rubrique, rédacteur en chef, puis directeur de publication, cet ancien membre du Conseil national de la communication a occupé presque tous les postes au sein d'une rédaction. Ces dernières années, il ne s'illustre plus uniquement par sa plume de journaliste. Les pics qu'il échange avec d'autres professionnels de sa génération sur les réseaux sociaux font désormais partie de son quotidien. En plus de revenir sur son parcours, il partagera dans cette émission ses relations avec quelques figures des médias. A tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour. J'ai envie de dire bonjour Bobby, le petit nom de... Oui, c'est mon nom. C'est un nom que je traîne depuis ma tendre jeunesse, puisqu'il est le diminutif de Bobby Okono. Je voudrais demander est-ce qu'on pourrait se tutoyer durant ces échanges? Bien sûr. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, mon invitation surtout. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir invité. On a discuté, je crois que il y avait une hypothèque. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse réaliser cette émission. Merci. Bobby, est-ce que je suis le seul à penser ou à dire que tu es un grand gueulard? Gueulard, j'aurais voulu être un vrai gueulard, parce que je pense que j'ai quelques difficultés parfois à exprimer ce que je conçois. Donc, mais je m'exprime, je suis quelqu'un de libre et j'assume ce que je dis. C'est une habitude que tu as cultivée depuis l'enfance et dans, comme on dit au quartier, dans le sang, depuis l'enfance? Oui, mais on nous a élevés dans une certaine... Mes frères et sœurs nous ont élevés dans une certaine liberté, oui, mais dans le respect de l'autre. Donc, si on dit des choses, c'est très souvent pour l'intérêt de la famille, de la communauté. Et maintenant, vu les dimensions qui sont les nôtres aujourd'hui, du pays, et voilà, donc... à ce moment-là, si on a quelque chose à dire et que ça peut gêner une ou deux personnes, ça ne nous pose pas de problème puisque c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Ça veut dire que c'est des personnes un peu comme toi qui gâtent généralement les réunions de famille. Ça veut dire qu'il y a des gens comme toi, lorsqu'on organise des réunions en famille, ils prennent la parole, disent non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Oui. Je crois que
j'ai ceci de particulier que je défends toujours mon point de vue, et vraiment à fond. Mais je sais me plier à la décision qui est prise, parce que s'il y a une majorité qui se dégage, même si je suis convaincu que mon point de vue reste le meilleur, et tout ça, je sais me plier. Donc j'ai été, mon parcours, le monde d'ailleurs, j'ai été dans une rédaction comme Mutation, où la plus grande force de cette rédaction-là, c'était le nombre de fortes têtes qu'on avait à l'intérieur. On discutait beaucoup, mais on savait s'arrêter à un moment donné pour prendre une direction. Et par rapport à ça, quand on a pris la direction, même si j'avais été pour une autre façon de faire, j'insiste pour que ce soit très bien fait dans la direction qui a été prise. Donc cette personnalité t'a aidé vraiment à forger ta carrière dans le journalisme, en fait? Bon, c'est aux autres de le dire, parce que je ne sais pas si j'ai terminé de faire ma carrière, mais elle est en cours. Je crois que le meilleur de ma carrière est à venir. C'est un métier que tu souhaitais, j'aime poser cette question à tous mes invités. C'est un métier que tu rêvais exercer, le journalisme? Non, jamais. Alors, jusqu'à ce que j'ai le baccalauréat, 2 ans, 3 ans après ça. Où? Dans quel établissement? Je ne rêvais pas d'être... Bon, j'ai fait mes études, le collège, bon, prenons le lycée classique de Bafia, qui était à l'époque l'un des meilleurs établissements du Cameroun. Oui, par les bâtiments, nous avions les laboratoires, ce que les autres n'avaient pas. Moi, j'ai fait la saponification dans le laboratoire au lycée de Bafia, ce qui n'existait pas ailleurs. Et tout, donc où j'ai fait 3 ans sans passer le baccalauréat, le lycée des jeunes filles, le lycée de New Bell, où j'ai passé mon baccalauréat. À Douala. Donc j'ai fait, vous avez compris, si je suis passé par des laboratoires, ça signifie que j'ai fait des classes scientifiques, puis je suis venu à l'université. Donc jusque 2 ans et demi, 3 ans après mon baccalauréat, je n'avais jamais pensé devenir journaliste. Je rêvais être médecin. J'avais un oncle qui voulait que je sois le premier médecin de la famille. Et voilà, il m'avait fait partager ce rêve-là. Et moi-même, mon propre rêve, c'était d'être un grand ingénieur, un grand mathématicien. Parce que dans, j'allais dire, les niveaux scolaires les bas au collège, déjà depuis l'école primaire, j'étais réputé être très, très, très brillant, surtout dans les calculs, dans les mathématiques et tout. Voilà. Il se trouve simplement qu'à Bafia, où j'ai fait le lycée pendant 3 ans, je ne me suis pas adapté au climat et donc j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Là-bas, ça a un peu perturbé ma scolarité. De sorte que lorsque je passe le baccalauréat et que je ne réussis pas à obtenir, à réussir le concours d'entrée au CUS, à l'époque, ce n'était pas encore la faculté de médecine. Donc tu as un baccalauréat D? J'ai un baccalauréat D. Je ne réussis pas à obtenir ça. Et je décide d'aller refaire le baccalauréat C pour faire le concours de Polytechnique. Parce que c'était donc mon rêve à moi. Je décide de le réaliser. À mon époque, tous les baccalauréats ne faisaient pas Polytechnique. Et c'était donc... on a considéré que c'était une idée de fou. Et donc j'ai été sanctionné dans la famille. Et j'avais un oncle qui avait un journal qui s'appelait Joseph Benyimbe, à qui je rends hommage. Je profite pour rendre hommage à M. Joseph Benyimbe, qui était le propriétaire du Combattant, le journal qui avait été considéré comme le meilleur journal de la presse écrite camerounaise en 1990 sous Henri Bandelo, lorsqu'il était ministre de la Communication, des avoirs de la presse. Donc qui décide donc de m'accueillir. Il m'ouvre les bras et je viens dans son journal pour l'aider à gérer son journal. Donc je m'occupe des tâches, comment je vous dis ça, administratives, de logistique, ainsi de suite. Mais je côtoie des journalistes et j'ai là-bas, on est là-bas au Combattant à l'époque, quelqu'un qui s'appelle Casimir Ramassana. Et tout, c'était déjà un nom bien connu de la radio, mais qui a fait des études en France, qui n'a pas été réintégré à la CRTV et qui allait dans la presse écrite, qui était donc rédacteur en chef là-bas, et qui est rapidement à mon contact sans que je puisse devenir journaliste. Et pendant que je m'embrouillais encore avec mon projet d'être ingénieur, j'aurais une nouvelle dispute avec mon oncle parce que je pensais qu'il m'avait, en me prenant dans son journal, il m'avait un peu perturbé par rapport à ma carrière. Et c'est Casimir Amassana qui viendra dire « cet enfant peut être journaliste » et tout. De là, pardon, mon histoire avec la presse. Je vais faire le concours d'entrée à l'école de journalisme avec l'aide de certains amis, aujourd'hui journalistes et tout. J'entre à l'école de journalisme en 1994. J'en sors un peu plus de 3 ans après. Et voilà, je fais la carrière qui est la mienne. Et j'ai continué de me former
même après mon départ, enfin, après la fin de mes études à l'ESTIC. Et les camarades de promotion à l'ESTIC, quelques noms? C'est difficile d'en citer, vous me mettez dans l'embarras parce que dans la promotion, c'est la 24e. Elle a produit beaucoup de très très fortes têtes. Malène Sopi Koto, Sidoné Sikwa, Yvonne Elundou, Yvette Mbassi, à la présidence de la République, quelqu'un qui est chargé de mission, Amand Désiré Nkodo, Digwe Stéphane, le responsable, je crois, de la communication de l'ambassade des États-Unis, Bouba Monglo, plusieurs autres, je ne peux pas citer. Nous étions une promotion de plus de 40 élèves. Il y a eu vraiment de très bons produits là-dedans. Je m'excuse auprès des camarades. Je ne m'attendais pas à cet exercice-là, donc je ne veux pas citer tout le monde. Et après l'ESTIC, tu intègres Mutation, parce que dans ton parcours, de ce que je sais, tu démarres à Mutation en 96. 94, 97, 96. Non, premier lundi, je ne sais pas la date, mais c'est le premier lundi de janvier 97, parce qu'on a publié les résultats de notre fin de formation à l'ESTIC. On a publié les résultats en décembre, fin décembre. Monsieur Amand Mana, qui était le directeur de la publication, qui avait rassemblé déjà quelques personnes, son équipe était composée de au moins deux journalistes, au moins deux de la promotion qui a précédé la mienne et tout. Donc, eux, ils étaient sur le terrain lorsque M. Amand lance son journal. Moi, je ne pouvais pas intégrer parce qu'il démarre pendant que je suis à la fin de mes études. Donc, dès la fin de ces études-là, je reviens le voir à sa demande et il me fait commencer. Et je suis resté là-bas jusqu'en 2009. Et donc, j'ai connu toutes les étapes que vous pouvez imaginer à la South Media Corporation, où j'ai rencontré beaucoup de personnes de qualité. Et pas seulement dans le monde de la presse, dans le monde pas des journalistes, mais des gens du monde de l'entreprise, du monde universitaire. C'est là-bas que je ferai la rencontre du professeur Kamto, qui était président du conseil éditorial. Je ferai la rencontre de M. Protayama, qui est un homme d'affaires qu'on ne présente plus, vice-président, je crois, d'honneur du MECAM. Aujourd'hui, ancien DG de la CNA, je rencontre un grand monsieur, un grand intellectuel avec une culture très très large qu'on appelait Alfonso, qui est ingénieur de génie civil. Qui a aidé à Amand Mana au lancement du journal. Voilà, qui a fait beaucoup de choses dans la presse. Bon, c'était un polytechnicien. Et voilà. Vous voyez pourquoi j'avais rêvé d'être polytechnicien. C'était un polytechnicien, donc j'ai rencontré. Et puis j'ai trouvé des aînés, et pas forcément en âge, puisque j'ai trouvé des gens qui étaient mes aînés dans la profession. Certains étaient mes petits frères, mais qui avaient déjà. J'ai rencontré donc Alain Blaise Batongué, j'ai rencontré surtout Emmanuel Gustave Samnik, qui a la même promotion qu'Alain Blaise Batongué. Mais j'ai rencontré des gens qui n'ont pas eu le même parcours que le nôtre, parce qu'on avait peut-être 90-95% des gens qui étaient, en termes de journalistes, qui étaient sortis de l'école de journalisme et tout. Dans notre équipe, il y avait quelqu'un qui était tout aussi costaud dans ce qu'il faisait, Félix Syria, qui est volleybola. Voilà. Secrétaire de rédaction. Voilà, qui a des talents tout à fait particuliers par rapport à cela. Et moi, je suis venu, j'avais un profil qui était dans notre rédaction le plus proche dans la formation que Amand Mana, parce que moi j'ai fait presse écrite, les autres avaient plutôt une formation de journaliste, mais dans les autres, en télé, en radio, et tout, moi j'ai fait presse écrite, et donc j'ai fait aussi le secrétariat de rédaction là-bas. Ça fait partie de ce que vous n'avez pas cité dans votre introduction. Donc, Et justement, quel a été le parcours à Mutation? Tu es entré là-bas comme reporter, après chef de rubrique. C'est quoi le parcours à Mutation? Les choses sont faites de manière un peu naturelle. Nous avions une équipe qui avait quand même des gens, mais pour faire ce qu'on... Quand on faisait l'hebdomadaire, c'était une équipe suffisante. Mais quand on a commencé à passer à 2 parutions, 3 parutions, on pouvait dire que les effectifs étaient un peu tenus. Et moi, je faisais, surtout dans le journalisme, dans la rubrique Société. Et donc, j'ai commencé à couvrir les procès
là-bas. Et je me suis retrouvé donc naturellement chef de rubrique société, d'abord sans avoir été nommé, et puis il n'y avait pas d'indemnité pour ça. Et puis je montais parallèlement le journal, je faisais la mise en page du journal avec Takam, Alain Roger Takam. Il faut que je devrais vous préciser que lorsque je fais mes travaux de fin d'études à l'ESTIC, je suis le premier, en tout cas avec mes camarades, nous sommes les premiers à réaliser, à faire ce qu'on appelle des réalisations professionnelles, à ne pas seulement se limiter à la maquette, mais nous avons fait la mise en page de ce que nous avions proposé. Donc nous étions les pionniers à la matière. Si on avait eu un scanner à l'époque, on aurait incorporé. Donc on a fait. Donc, tu veux l'appliquer dans la mutation? Oui, je l'applique, enfin, dans tout ce que j'ai appris en matière de presse écrite. Je l'applique en mutation. Je deviens donc chef de rubrique société. Quand Ebola part, pour certaines raisons, il quitte la rédaction et tout, je crois que je devrais hériter du poste de secrétaire de rédaction. Mais je pense que j'avais une personnalité et un caractère qui était tel que, je peux le dire aujourd'hui, je crois que mes chefs se disaient que, bon, c'est trop de lui donner le pouvoir. Vous savez ce que c'est que le rédacteur en chef? Oui. Et là, vous avez parlé de PIC tout à l'heure. Donc, c'est une position professionnelle dans la presse où on a beaucoup de responsabilités. On rectifie des choses, donc, y compris les articles des patrons, on est capable de les mettre de côté parce que pour telle raison ou pour telle autre, on ne peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, on n'a pas voulu me donner ce pouvoir-là. Et ça m'a ouvert la voie, ça a ouvert la voie à ce que j'aille à Douala. Parce que à ce moment-là, au moment où je devais hériter du poste de secrétaire de rédaction, on devrait aussi ouvrir le bureau de mutation à Douala. Et ce bureau-là, étant donné la spécificité de la ville de Douala, qui est la capitale des affaires, c'était un bureau qui était destiné à un autre collègue qui était chef de rubrique économie et qui allait se retrouver là-bas donc à faire le journalisme économique. Mais on m'y a envoyé, ça me donnait de l'importance parce que j'étais chef de bureau, mais j'ai commencé aussi... Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 99, je crois. Nous sommes en 99. Donc je suis allé à Douala. J'ai créé voilà, le bureau de Douala, en ce sens que c'est moi qui ai trouvé les locaux, je les ai organisés, avec M. Ayama qui était là, qui nous donnait, qui était un personnage très ouvert, très à l'écoute. Et tout, nous avons construit, j'ai fait tout ce qu'il y avait dans mon bureau, donc j'avais pas seulement, j'avais une équipe rédactionnelle qui travaillait avec moi, mais j'avais aussi des commerciaux. D'abord, j'avais 2 commerciaux. À un moment donné, j'avais 2 commerciaux à Douala, alors qu'il n'y en avait qu'un seul à Douala. L'argent entrait beaucoup. Oui, plus par Douala. C'était les débuts Orange, MTN, et la concurrence était rude. Il y avait vraiment des annonces publicitaires. On ne parle pas des brasseries qui ont toujours été les brasseries du Cameroun. Voilà. Donc, après, au bout de 4 ans, 5 ans, je suis revenu à Yaoundé comme rédacteur en chef adjoint. Ça sonnait un peu comme une sanction, mais ça n'était pas... Oui, ça sonnait un peu, oui. On t'a retiré du Gombo de Douala? Bon, oui, je connais ce que signifie Gombo. D'ailleurs, un de mes camarades a fait un mémoire sur le Gombo. Je ne suis pas quelqu'un qui me détermine par rapport à ça. Je suis très, très indifférent à ces considérations-là. Très, très indifférent. D'ailleurs, si vous voulez obtenir une décision, quelque chose de moi, ce n'est pas par ces méthodes-là. C'est connu. C'est bien connu. Et ce n'est pas parce que j'aurais pris un verre d'eau avec vous que vous aurez nécessairement ce que vous voulez. Donc, je privilégie les intérêts de l'entreprise, les intérêts de la communauté. Comme journaliste, je sais ce dont a besoin la société. Donc, je travaille dans ce sens-là. Et j'ai travaillé, je suis devenu plus tard rédacteur en chef de cahier de mutation, puis rédacteur en chef de Ndamba, qui était un journal, un magazine de football, précisément, avant de partir de là-bas, pour des raisons, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais... Ça va nous intéresser pour l'histoire. J'ai été donc, comment je pourrais dire ça? J'ai été licencié pour faute lourde, au pluriel. C'était quoi la faute? Si on peut appeler ça faute, c'était quoi la faute selon eux? Alors, à l'époque, elle a fait Yves Michel faute de chauffeur dans la presse. Et je préfère ravaler ça parce que j'avais pris... Je voulais même écrire un livre sur cet épisode-là.
j'étais l'un des rares à parler de cette affaire-là comme on en parle aujourd'hui. Et toute la presse en parlait, déifiait. M. Foutso était quelqu'un qui était... M. Foutso était quelqu'un qui était parfait, qui était... Et tout. J'étais l'un des rares. À critiquer. Ce n'était pas la critique. À dire la vérité. J'avais l'information. J'avais des informations qui aujourd'hui sont des informations dont on parle. Tout le monde en parle. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Et je peux vous dire que M. Foutso s'était organisé. C'était un industriel très, très organisé. Il avait des lobbies, une organisation et tout ça qui exerçait la pression sur la presse. Sur la presse. Ce que je peux vous dire, en un mot, c'est que je crois que M. Foutso a payé pour que je sois licencié. Ça, au moins, je peux le dire. Mais je ne vous dirai pas qui il a payé. Et vous avez les preuves? Oui. Ok. Oui. On va rester sur Mutation. À cette époque où Mutation brillait, beaucoup de journalistes, et Aman Mana le raconte dans son dernier ouvrage, beaucoup de journalistes quittaient Mutation pour aller au service public, Cameroun Tribune, CRTV, et ils te citent même dans l'ouvrage en disant que des journalistes comme Christophe Bobekono ont refusé de partir pour rester à Mutation. Tu as réellement refusé de partir au service public, bien la CRTV, Cameroun Tribune, pour rester à Mutation? Bien sûr. Pourquoi? Bon, disons que je n'ai jamais pensé que, au regard de mon tempérament et tout ça, je pouvais faire une bonne carrière. Je ne serais pas parti à la CIA. Je serais parti à la CRTV parce que c'est un de mes camarades qui ont fait presse écrite comme moi, ils sont allés. Mais bon, j'étais beaucoup plus destiné à aller à Cameroun. Et pendant que... Parce que quand je sors de l'école, je suis intégré normalement à la fonction publique. Et donc, je suis au ministère de la Communication, où je ne travaille pas. En fait, nous, tous ceux qui étaient dans notre service ne travaillaient pas. On travaillait peut-être 2 semaines l'année, pour vous dire. Donc. Et je me faisais plaisir en travaillant pour Mutation. Lorsque le ministre, je crois René Zengele, arrive et qu'il faut déployer tous les produits de l'ESTIC qui se sont entassés au ministère de la Communication et tout, il y a quand même des critères pour envoyer les gens à Cameroun Tribune, à la CRTV. Je vous ai dit tout à l'heure que dans ma promotion, je peux dire que j'étais, comment je dis ça, major en presse écrite. J'aurais dû me retrouver naturellement sur la liste qui partait à Cameroun Tribune. Et d'ailleurs, c'était la dernière promotion. Donc, sur le terrain. C'était la dernière promotion des produits lestiques sur le terrain, donc au ministère de la Communication. Donc, mon nom. Et je pense que dans les papiers du directeur de la publication, du directeur général de Cameroun Tribune à l'époque, il y avait mon nom, puisque enseignant à l'ESTIC, M. Ndembiembe savait qui pouvait faire quoi. Donc, il avait besoin vraiment de redynamiser sa rédaction. Et je n'avais pas les soutiens qu'il fallait pour que mon nom se retrouve là-bas. Je n'ai pas été sélectionné. Mais avec mon camarade Kodo, Amand Désiré Kodo, lorsque nous avons, au cours, je ne sais pas s'il y avait un événement là, au Palais des Congrès, nous avons rencontré le professeur Paul Célestin Ndembiembe. Il nous a tenus comme ça par les bras. On a fait tous les couloirs, vous voyez les longs couloirs, des trucs là. Il nous a menés comme... Il était déjà actif dans le RDPC. Et il nous a fait la proposition d'aller commencer à Cameroun Tribune. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Mais ça, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. C'est-à-dire, dès lors que les listes étaient sorties, puisqu'il y avait des personnes qui se sont retrouvées sur les 2 listes. Par exemple, Madeleine Sopi s'était retrouvée sur la liste de Cameroun Tribune, où elle avait commencé une semaine avant, et puis la semaine d'après, elle se retrouvait sur la liste de la CRTV, et puis elle a choisi d'aller à la CRTV. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui, depuis l'école, était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Madeleine Sopi, donc il y avait des places à prendre à Cameroun Tribune. Ils sont revenus et tout. Il y a des gens qui démarchaient pour que je n'y aille pas. Il y en a qui voulaient que j'y aille. Je refusais d'y aller. J'ai refusé d'y aller. Et je ne regrette pas d'avoir refusé d'y aller. C'était ma prochaine question. Est-ce que tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas. Je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite.
tu te serais retrouvé peut-être au fin fond? Je connais combien mes camarades ont eu la difficulté à s'exprimer à Cameroun Tribune. Tu as des camarades, des collègues à Cameroun Tribune qui te disent en off qu'ils regrettent? Non, ils n'avaient pas le même background que moi. Moi, je partais, mais l'idée pour moi, enfin, comment je dis ça? Oui, mon rêve de journaliste naît dans une salle de rédaction, dans la presse privée. Okay. Donc, en venant à l'école, quand j'ai fait le concours, je savais que j'allais faire la presse écrite. Je savais déjà que j'allais faire la presse écrite. Donc, je sais que peut-être 80% de mes camarades ils venaient parce qu'ils disaient journaliste, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Mais moi, je savais ce que j'allais faire. Vous comprenez? Et donc, non. Et je voulais vraiment m'accomplir comme journaliste en faisant un travail de terrain sans trop de fleurs et tout. Il y en a qui s'épanouissent à Cameroun Tribune, à la CIA-TV. Mais nous avions quand même un peu plus d'ouverture à Mutation pour travailler comme journaliste et tout. Voilà. Donc je ne regrette pas. Et d'ailleurs, je pense que des profils comme les miens ont contribué beaucoup à resserrer les rangs entre la presse privée et la presse publique. Et ça, c'est surtout quand j'ai été à Douala. Je me suis retrouvé à Douala et tout, j'étais l'un des rares. Donc quand je partais dans la rédaction de Cameroun Tribune, c'était comme si j'étais chez moi. Quand je partais à la CIA-TV, c'était comme si j'étais chez moi. Quand je partais au Messager, c'était comme si j'étais chez moi. Vous comprenez? Donc ça fait qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins des journalistes, on va moins présenter. Non, nous sommes du service public. Non, ça arrive de moins en moins pour ceux qui sont sur le terrain. Et ça a été du fait que nous sommes engouffrés là. Et nous avons été, je peux dire, donc, parmi les premiers journalistes formés, surtout à l'école de journalisme de Yaoundé, et à travailler dans ce secteur-là. Y compris Aman Mana? Oui, bien sûr. Aman, lui, il avait déjà une grosse expérience. Il avait déjà roulé sa bourse, donc lui, oui. On va rester dans l'épisode de Mutation. Il y a un fait marquant sur lequel je voudrais qu'on revienne. Tu as été un témoin de l'histoire. C'est une affaire qui a fait grand bruit. La séparation entre Aman Mana et Protais Ayakma. Aman Mana et Protais Ayakma en 2007. Aman Mana s'est longuement exprimé sur le sujet. Il estime, selon ce que j'ai compris, il estime que c'est un projet qu'on lui a volé, qu'on a volé. Il estime que c'était son projet. Qu'est-ce que tu as à dire de cette histoire? Est-ce que Aman Mana a raison? Est-ce que Protais Ayakma a raison? Bon. Je précise que Aman Mana quitte Mutation, il va créer le jour. Vous décidez de rester à Mutation. Aman Mana est un peu comme un parent pour vous. Je dis vous, votre génération. Alors, un commentaire. D'ailleurs, d'abord, je voudrais, comment je dis ça, remercier Aman parce que c'était le porteur de projet de Mutation. En tout cas, moi, quand j'ai été approché par Mutation, c'était lui le patron. Donc, de m'avoir accueilli et de m'avoir offert la possibilité de m'exprimer dans ce genre-là, vraiment, je lui dois tout. Donc, j'ai découvert Protais Ayakma là-bas. J'ai découvert les autres, Alfonso et tous les autres là-bas. Mais Aman Mana, il était à l'école, il terminait sa spécialisation en santé environnement quand moi j'ai débuté à l'ESTIC et tout ça. Donc, on s'est retrouvés. Alors, mais sur cet épisode-là, je pense que celui qui a le moins parlé parmi les deux est celui qui a dit, pour l'essentiel, la vérité. Oui, je pense. Mais je comprends Aman aussi. Je comprends Aman aussi. Je ne partage pas certaines choses qu'il a faites. Je ne le juge pas, mais je ne partage pas certaines choses qu'il a faites, mais je le comprends. Et d'ailleurs, je peux dire qu'avant cette séparation-là, il y avait déjà un malaise, un petit malaise concernant Aman Mana dans l'entreprise. Voyez-vous, nous sommes à une période où, dans la presse privée camerounaise, la presse écrite privée, tous les directeurs de publication sont propriétaires du journal. Il n'y a que le Mutation qui échappe à ça. Parce que Mutation est un journal qui appartient à une société qui s'appelle la South Media Corporation. Donc il y a pour président Protais Ayakma, qui a d'autres actionnaires comme Maurice Kamto.
Et moi, j'ai été pendant longtemps le représentant du personnel au conseil d'administration ou bien au conseil de direction de cette entreprise. Donc j'ai vécu, je pourrais dire, des discussions à l'intérieur du conseil d'administration ou avant le conseil d'administration, le conseil de direction et tout, où je voyais déjà le malaise. Je voyais déjà le malaise. Donc, et je crois qu'à un moment donné, les deux principaux actionnaires qui étaient Protais Ayama et Maurice Kamto avaient même pensé à enlever quelques pouvoirs à Haman par rapport à deux choses qu'on pouvait lui reprocher. Mais en même temps, il se disait que ça allait être très mal perçu par le public, étant donné que c'était le directeur de la publication. Et directeur de la publication, à l'époque, pour tous les autres, c'était propriétaire du journal. On ne voulait pas lui enlever cette légitimité-là. Vous comprenez? On ne voulait pas lui enlever cette légitimité. Donc, il y a eu des problèmes internes qui ont fait que on en arrive là. Mais je peux vous dire que la première personne qui a souffert ou qui a montré la gêne par rapport à cette séparation-là, c'était Protais Ayama. Parce que, permettez que je n'aille pas dans les détails, mais parce que j'aurais pu réagir lorsque le livre de Haman Mana est sorti, lorsque j'ai lu aussi certaines autres choses et tout, mais je ne veux pas. Je ne voudrais pas, et nous sommes un certain nombre de personnes, comme ça là, nous ne voulons pas. Parce que les raisons nous ne voulons pas parler des raisons qui ont poussé à ce divorce. Mais au moment où Haman décide de partir, ce n'est pas l'éditorial que Protais Ayama a publié qui le décide à partir. C'est pas ça. C'est autre chose. Tu n'en parleras pas? Non. Disons qu'il préparait son départ. Il se sentait de plus en plus, je peux dire, à l'étroit. Il se sentait de plus en plus à l'étroit et il savait ce qu'il faisait. Enrobant les choses comme ça là. D'ailleurs, il avait déjà tenté d'aller déclarer les titres de l'entreprise à l'OAPI avant, longtemps avant. Donc, pour moi, il a dit des choses qui, même si elles peuvent être vraies d'un point de vue factuel, et tout ça, dans leur mise en scène, parfois, ça a été un peu forcé. Oui, ça a été un peu forcé. La paix, et je vous dis quelque chose, nous qui sommes restés, d'abord, je n'avais pas de choix, personne ne m'avait sollicité pour aller avec Haman Mana. Voilà, donc, mais il y a des gens qui étaient là, il y avait des réunions qui se tenaient avant et tout. Donc ça vous donne un peu une idée de l'ambiance. Et si tu es sollicité, tu allais partir avec lui? Je ne pense pas, puisqu'il ne m'a pas sollicité à dessein, parce que moi j'avais l'information. Je participais au conseil d'administration. J'avais des informations qu'aucun de mes collègues n'avait. Est-ce que vous comprenez? Donc je savais ce qui était en cause, je le savais, et tout. Et j'étais donc remonté quand il a fait ce qu'il a fait, surtout parce que, en fait, dans sa façon de partir, il a voulu tuer le titre. Donc j'étais très clairement contre lui. Et il le sait. Okay. Vous comprenez? Ouais, parce que j'ai avec lui des rapports très très francs. Il le sait. Donc j'étais contre lui. Mais le jour où le ministre de la Communication fait la médiation entre Haman Mana et Ayama, entre Mutation et Haman Mana qui était parti avec le personnel qu'il avait suivi et tout, le jour où ils s'accordent, si vous voyez, entre le ministère de la Communication et le siège de Mutation, à l'époque, ça fait moins de... À vol d'oiseau, ça ne fait pas 500 mètres. C'est un Djomolé, c'est ça? Oui. Djomolé. C'est un Djomolé. Quand Ayama termine là-bas, il vient retrouver, il rassemble la rédaction, il dit qu'il ne veut plus voir personne parler à mal de Haman Mana. Donc on est à la période où Haman tire dans son journal et de ce côté-ci on tire. Vous comprenez? Et ça n'a pas changé. Il a été constant par rapport à ça. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il y a dans le livre. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais je pense qu'ils ont regretté, même Haman, bon, il a sa pugnacité et tout, mais si vous êtes très très attentif à ce qu'il dit, par moments, les mots qu'il sort sont l'exact contraire de ce qu'il pense. Ça, c'est ma conviction. Je ferai attention désormais à ces sorties. On va sortir de l'épisode Mutation. Après Mutation, tu as dit que tu as été licencié pour faute lourde.
Après mutation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, pourquoi je suis licencié? Je suis licencié parce que j'ai écrit des articles, j'ai fait un dossier sur l'affaire de l'avion présidentiel. Et j'ai proposé à la rédaction, il s'est écoulé 6 semaines sans que ce soit publié. Et après j'avais déjà plusieurs fois fait ça. Et j'allais voir le président du conseil éditorial, qui était le professeur Boyemont, qui, après avoir lu, on discutait et puis il disait, bon, c'est un bon article, il faut le publier. Il faut le publier. Donc j'avais gain de cause, mais je ne voulais plus mener ce combat-là, parce que c'était comme si j'en voulais à M. Yves-Michel Fosso, et qui avait une organisation qui me surveillait. C'est factuel ce que je vous dis. Alors, donc quand je fais ce dernier dossier-là, et qu'on ne le publie pas, je mets en demeure, je ne travaille plus pour Mutation, mais j'étais un employé de la South Media Corporation. Je mets en demeure le rédacteur en chef de Mutation de cette époque-là, de publier cet article-là. Je lui donne 2 semaines, faute de quoi j'en dispose comme je veux. Et c'est ce que je fais. Et je publie donc cet article sous mon nom au journal Repère. Au Pafessi, qui est directeur de la rédaction à l'époque, avec l'autre, ils publient sous mon nom. D'ailleurs, ils sont surpris parce que quand je leur envoie le texte, ils sont presque en bouclage. Je leur envoie les textes, c'était 3 textes. Ils lisent, ils me rappellent, ils disent, mais on publie avec ton nom. Je dis, mais vous voulez publier avec le nom de qui? Qui a écrit ces articles et tout ça? Ils publient. Ça gêne donc l'image de l'entreprise, puisqu'on voit très bien que si le journal assumait ces écrits-là, ça allait paraître dans Mutation. Et on va donc me faire le procès d'être allé publier chez les concurrents des informations exclusives de Mutation. C'est-à-dire des informations qu'on combattait à l'intérieur. Vous comprenez? Des informations qu'on combattait. Donc, je me retrouve donc, j'ai déjà une réputation, donc j'ai un caractère affirmé, une personnalité affirmée et tout. Je vais aller travailler où? J'ai la chance, j'ai un ami qui est le chef de bureau du journal Africa International, il a besoin du personnel et tout, Roger Ngoyon, et voilà, qui me dit, mais est-ce que tu peux venir travailler avec nous? Je m'en vais, donc je vais être pendant un petit temps rédacteur en chef délégué de Africa International sur le Cameroun. Africa International, donc rédacteur en chef, voilà, délégué, parce que Marie-Roger Biloa, qui est patronne de ce qui était le rédacteur en chef. Je reste et puis je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Je me projette, je dis, bon, je veux faire un quotidien, je peux faire des hebdomadaires, j'en avais 3 ou 4. On peut faire autant d'hebdomadaires qu'on a des secteurs d'activité. Je pense que notre pays mérite un grand journal sur les questions d'éducation. Sur les questions de santé, il y a des confrères, des consoeurs qui se battent et tout ça, mais je pense qu'on peut avoir un très très grand journal et tout. Et je pense aussi qu'on peut avoir un journal sur le secteur de la justice et tout, sur le secteur des transports, parce que je vous ai dit que j'ai fait à l'école supérieure de management de Normandie, grâce au port autonome, à l'époque où j'étais chef de bureau, j'ai fait des formations avec Alex Azebazé et tout ça sur la communication portuaire. Donc je me suis étoffé pour... donc je connais l'information portuaire, je connais le port et tout. Donc, et j'avais été chef de rubrique économique à Mutation. Donc j'avais tant de... Donc je prenais un secteur, je faisais ceci. J'ai fini par me déterminer à faire Kalara, qui était donc le journal qui devait traiter de l'information judiciaire. Au début, c'était vraiment carré, c'était l'information judiciaire. J'ai commencé à aller voir des gens, j'avais pas d'argent, j'avais pas des économies, j'avais pas d'argent, qui pouvaient m'aider à faire le journal. Très peu de personnes. Si j'ai rencontré 100 personnes, je peux vous dire que 90 personnes m'ont dit que c'est un journal impossible. Sur l'activité judiciaire? Oui. Mais comment tu vas faire des trucs sur le travail des juges, sur ça, j'ai dit c'est possible. Et tout. Quelques personnes ont cru. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à M. Bendegué Jean-Marie, inspecteur général du ministère des domaines des affaires foncières, du cadastre des domaines des affaires foncières, qui est mort il y a quelques mois. C'est un frère.
tout, avec qui je suis allé discuter, il était docteur en droit. Et quand il a lu mon projet, il m'a dit non, 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 tu ne peux pas te limiter à l'aspect judiciaire des choses. Il faut mettre le monde judiciaire et juridique. Et tout. Et le premier nom, c'était Kiita. Kiita? Oui, c'était K-I-I-T-A. Ça veut dire quoi? Je ne le lève pas parce que je pourrais utiliser ça plus tard. Et tout. Mais c'est un ami, un ancien de mutation qui, ayant lu le journal, il m'a dit, comme tu pars sans avoir beaucoup de moyens pour faire le marketing, il vaudrait mieux que tu aies un nom qui soit un nom populaire. Et tout ça, je te propose Kalara. Je voulais avoir un nom authentique camerounais, je ne voulais pas avoir un nom en français. C'est pour ça que tu as dit Kiita. Si vous avez des amis Fulbe, enfin, il y a une langue qui est très parlée dans le Grand Nord. Et là-bas, ça veut dire quelque chose. C'est le Fufulde. C'était Kiita. Après Mbanga Kak, pour ne pas le nommer, me dit, pourquoi tu ne me traites pas Kalara? Et tout ça ne renvoie pas à la justice, ça ne renvoie pas. Mais c'est le livre, c'est la lettre. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'avoir un nom qui soit camerounais. Et j'avais besoin d'avoir un nom comme titre qui commence par K. Je me suis accroché. Donc, on a lancé. Donc, j'ai fait, comment je peux dire ça? J'ai contacté un certain nombre de... Je vous ai dit, j'avais pas d'argent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de journaux qui ont été lancés avec moins de 6 millions. 6 millions. Et nous sommes en quelle année déjà, le lancement du journal? 2013, je crois. 2013. Et pourquoi je ne me souviens pas même. Okay. Et pourquoi avec moins de 6 millions, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que de postuler ailleurs dans un autre journal? Je devais postuler comme qui devait m'employer. Comme quoi? C'est quoi? Je vous ai dit que j'avais déjà la réputation d'avoir... non, ce n'est pas une question de gueule. J'ai un caractère qui, on pourrait dire qu'il est affirmé. Voilà, j'ai une personnalité. Bon, je vais illustrer ça dans ce qui nous concerne. Parce que moi, je suis journaliste. C'est-à-dire, chez moi, les faits ne sont pas discutables. C'est-à-dire que si on a découvert que sur la table, il y avait 2 bols écrits sur lesquels, de couleur blanche, sur lesquels écrit médiatude, il est hors de question qu'on puisse faire paraître un jour un article en disant que c'était 2 bols de couleur verte sur lesquels il était écrit peut-être médiatude, ou bien 2 bols de couleur rouge sur lesquels il n'y avait pas l'inspecteur, ou quelque chose comme ça. Non. Donc je suis intransigeant par rapport aux faits. Par rapport aux faits. Et je travaille comme un journaliste, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans une équipe, ça signifie que j'ai un droit de regard sur les travaux de mes collègues. Donc je relis les articles, quand j'ai le temps, je relis les articles. Et tout si je vois quelque chose qui ne va pas, je dis que ça ne va pas. Donc c'était pas... Donc, oui. Et la plupart de ceux qui font, bon, peut-être que je ne devrais pas le dire ainsi, mais je pense que certains patrons de presse ont trop tendance à modeler l'information et tout. Je n'étais pas le genre de personne désirée dans ce milieu-là. Donc personne n'est venu me voir après ça pour me dire que voilà, je t'offre ceci ou cela. Donc c'est finalement ça qui t'oriente vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose que tu souhaitais vraiment faire? Mon rêve le plus grand, c'est de voir que nous puissions avoir une concentration pour avoir un très grand journal, de très grands journaux, avec les professionnels les plus aguerris, les plus expérimentés qu'il y a. Mais, étant donné que j'ai quand même appris un métier et que je dois pouvoir en vivre, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça se passe bien? Non. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de problèmes dans l'environnement de la presse au Cameroun et singulièrement dans l'environnement de la presse écrite. Je ne révèle rien en disant qu'il n'y a pas un marché de la presse au Cameroun. C'est probablement le seul pays au monde où il n'y a pas une entreprise qui distribue la presse écrite. Vous comprenez? Moi, mon journal a son siège à Obili, Carrefour Obili. Mais quand il paraît, est-ce qu'il y a un seul kiosque même à Biémassi qui est le quartier voisin? Il n'y a même pas un kiosque à Obili. Les kiosques sont au centre-ville. Est-ce qu'il y a un kiosque à Idéa, les grandes villes comme celle-là, avec toutes les industries et tout ça, tout ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il y en a en Balmayo ici à côté?
Est-ce qu'il y a Bafia? Est-ce que... Vous comprenez? On est dans la débrouillardise. Vous faites la presse, vous faites quoi? Quand vous faites le meilleur journal, le meilleur article possible sur un sujet, combien de personnes vont avoir la possibilité de l'acheter? Vous comprenez? Vous allez me dire, il faut évoluer. Mais vous avez un site internet. J'ai dit le Kalara. Là encore, pardon, là encore, on a un certain nombre de problèmes liés à l'environnement. Là encore, oui. Copier-colleur. Il y a beaucoup de tricheries. Il y a beaucoup de tricheries dans le paysage. Mais aussi, il y a des obstacles. Comment monétiser? Moi, mes collaborateurs travaillent beaucoup pour écrire un article. Beaucoup. Et j'entends bien les rémunérer. Et pour bien les rémunérer, il faudrait qu'on vende à la juste valeur ce que nous faisons. Mais on vend comment lorsque vous n'avez pas les facilités? Vous savez, est-ce que vous pouvez avoir PayPal au Cameroun? Non. Vous ne pouvez pas avoir un compte PayPal au Cameroun. Mais vous savez qu'au Sénégal, on peut avoir un compte PayPal. Dans certains pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Vous comprenez? Lorsque vous cherchez un agrégateur de solutions, de solutions pour que vous puissiez avoir un site sur lequel quelqu'un vient, il paye, il a ce dont il a besoin, c'est très très difficile au Cameroun. C'est très très difficile. Les banques, certaines banques se sont essayées et tout. Donc nous souffrons de l'environnement. Mais nous ne désespérons pas. Et nous souffrons de cet environnement-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font dans la criminalité, comment vous appelez ça, la criminalité sur Internet, là, comment on appelle ça? Volatique? Non, la criminalité, bon, de toute manière, la cybercriminalité. La cybercriminalité, oui. Beaucoup de la cybercriminalité, les banques en souffrent. Quand vous êtes sur la place judiciaire, vous voyez le nombre de procès qu'il y a pour des banques qui ont été piratées. Ça vous fait peur. Donc l'environnement n'est pas propice. L'environnement n'est pas propice. Et il y avait une société qui existait, qui prenait 35%, 40% et un peu plus de ce qu'on produisait, mais qui était là surtout pour la presse française. Mais sa presse qui est morte. Sa presse. Oui. Le gouvernement, il faut quand même qu'on utilise ce mot-là, n'a rien fait. Puisque c'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que les Camerounais, les citoyens camerounais soient bien informés. Et pour qu'ils soient informés, il faudrait que l'information arrive à eux. Mais tu parles du web, moi je tiens à te féliciter pour les efforts parce que ce n'est pas courant. Tu es passé à mutation, je ne vois pas mutation sur Internet, je ne vois pas le jour sur Internet, je ne vois pas la nouvelle expression sur Internet, mais avec le peu de moyens que tu as quand même, tu as quand même réussi à construire une plateforme web où les gens peuvent venir acheter, consulter les articles. C'est à féliciter. Mais c'est très très difficile parce que ça, c'est clair. Il faut voir le parcours client. Combien on doit passer au téléphone avec quelqu'un pour qu'il prenne un abonnement? Moi, ça me fatigue. J'ai peur de ça parce que, bon, voilà, donne ceci, moi je vais envoyer à tel qui va faire ça. Ailleurs, c'est automatique. C'est automatique. Mais au-delà de tout ça, est-ce que la ligne éditoriale de Kalara ne te crée pas ou ne t'a pas créé beaucoup de problèmes? Traiter l'actualité judiciaire au Cameroun où tout est encore un peu carré, tout est fermé, ça ne te crée pas de problème? Voilà, moi je parlerais plutôt de positionnement éditorial parce que nous traitons beaucoup, 90% d'informations judiciaires. Oui, et c'est pour ça qu'au départ, quand nous avons dit que nous avions le projet de faire un journal dédié à l'information judiciaire, 90% des personnes que nous avons rencontrées, ou plus, ont dit que ce n'était pas possible. Mais les gens ont évolué. Ce n'était pas possible, c'est pas possible. Les gens pensent que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que voir des journalistes qui viennent challenger, regarder les faits et des magistrats comme ça pour en rendre compte. Les juges ne sont pas habitués à ça. On dit, bon, l'information est faite pour le public, avec les portes sont ouvertes et tout, c'est ça les principes et tout, mais ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à ça. Bon, mais lorsque vous avez acquis, parce que pour traiter des informations dans un champ, vous devez vous-même vous former pour pouvoir pour avoir un regard beaucoup plus affûté par rapport au champ que vous observez et tout. Par exemple, pour les questions pénales, je sais, enfin, de manière générale, c'est des attitudes que le juge ne doit pas avoir, qu'un magistrat ne doit pas avoir et tout. Ça signifie donc que si je vois certaines choses, c'est plus facile pour moi de dénoncer, de dire que, mais, de décrire seulement qu'il a fait ça. Mais pour ceux qui savent,
là où ils sont, y compris jusqu'au niveau au sommet de l'État, on va dire, il y a un problème, pourquoi il a fait ça? Vous comprenez? Et ce milieu-là a résisté, a essayé de nous repousser. Nous avons eu des procès. Certains sont à la Cour suprême. Nous avons été torturés. Je peux vous dire que je suis le seul justiciable camerounais qui, dans un procès correctionnel, a passé 20 heures d'affilée à la barre. Wow. 20 heures d'affilée. Et plus tard, 10 heures d'affilée à la barre, dans une procédure. C'est-à-dire que le monde judiciaire, avec, y compris les patrons, certains patrons et tout ça, ils ont décidé que bon, on va lui faire voir de toutes les couleurs, on va le chasser. Vous comprenez, ça s'est passé dans le réel. Une affaire qui m'a opposé à un ancien député, à l'époque elle était députée, Madame Maître Fosso Tchebou, qui a ses entrées, ainsi de suite. Elle n'avait pas du tout raison. Nous avions rendu compte des choses qui sont passées, qu'elle a reconnues, y compris même sur procès verbal. Elle-même a fait faire des constats d'ici. Ce qu'elle reconnaît sur le constat d'ici, son propre constat d'ici, elle dit le contraire là-bas. Vous comprenez? Mais on nous a mis là. J'ai une collaboratrice qui a été traumatisée, celle avec qui j'ai été poursuivi, Irène Bézélé, avec qui j'ai été poursuivi devant le truc. Elle a d'abord quitté la presse. Elle a quitté une mutation. Elle avait une peur terrible de l'environnement judiciaire par rapport à ce que nous a fait subir. On va évoquer également une partie de ta carrière. À titre personnel, c'est à partir de là que j'étais véritablement connu. Ton passage au Conseil national de la communication en 2013. Est-ce que Paul t'a passé un coup de fil avant la nomination? Non. Comment tu rejoins le CNC? Alors, je rejoins le CNC. Déjà, j'avais été dans la précédente version du CNC, j'étais membre suppléant. J'étais membre suppléant, pourquoi? Parce que je suis secrétaire général de l'Union des journalistes. J'ai toujours été, depuis très longtemps, j'ai été au bureau, au comité exécutif de l'UJC. Et dans la formule précédente du CNC, qui n'avait pas les pouvoirs de régulation, le ministre de la Communication consultait les milieux de la presse pour désigner ceux qui allaient être nommés. Donc, l'acte de nomination, le décret de nomination des membres du CNC, c'était un acte qui constatait les désignations qui avaient été faites ailleurs. Avant ce décret, donc, à une époque, j'ai été donc membre suppléant du Conseil national de la communication. Avant que le président ne prenne ce décret du 23, je crois que c'est le 23 janvier 2012, je crois, 2012, avant qu'il ne prenne ce décret-là, le ministre de la Communication avait procédé aux consultations. Donc je me souviens toujours que Siki, parfait Siki, comment on l'appelle, François Bambou et un certain nombre de personnes, on devrait se retrouver au Conseil national de la communication, puisque au cours des consultations, nous avons été désignés par nos pairs pour aller au Conseil national de la communication. Mais lorsque le chef de l'État prend son décret, il change le mode de désignation des membres du CNC. Il change. Et quand il change, il nomme directement. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il laisse ses collaborateurs, comme toujours, puisque le chef de l'État ne va pas faire les menus tâches. Donc, il laisse à ses collaborateurs la possibilité de lui faire des propositions de nomination. Et c'est dans ce processus-là que mon nom est apparu. C'était curieux parce que, à l'époque où j'ai été nommé, parce que je suis réputé être critique vis-à-vis du pouvoir. Mais en réalité, je ne suis pas un opposant. Mais ça ne me gêne pas du tout de passer pour être un opposant. Je ne suis pas un opposant parce que je ne suis pas militant d'un parti politique. Je peux avoir de la sympathie avec un certain nombre d'hommes politiques, il y en a plusieurs et tout, y compris dans le RDPC, mais je ne suis pas militant. Mais je suis critique vis-à-vis de l'administration telle qu'elle conduit ses affaires, vis-à-vis du gouvernement, ainsi de suite. Et j'ai donc eu cette surprise de voir que Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Ngongo, et tout ça a été intéressé par ma personne. C'est lui qui propose mon nom. Oui, c'est lui qui propose mon nom. Pourquoi? Parce qu'il va me le révéler. Il m'a reçu quelque temps avant ma nomination et j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans le secret
bon, je peux parler du DG de la CIATV ou d'autres personnes qui étaient dans le secret, qui avaient été plus ou moins consultées par rapport à ça. Lorsqu'on cherche des personnes qui doivent aller là-bas, le gouvernement ne veut pas un conseil qui est monocolore. Il veut quand même qu'il y ait de la critique à l'intérieur du conseil. 24 heures avant ma nomination, c'est que le secrétaire général de la présidence de la République avait suivi une émission dans laquelle j'avais participé quelques mois avant la nomination. Et cette émission avait été organisée dans une chaîne avec l'intention manifeste de tuer le CNC qui venait de faire l'objet d'une réorganisation par le décret du 23, je crois que c'est le 23 janvier 2012. Et j'avais été invité dans cette émission-là comme un saltimbanque. C'est-à-dire simplement pour venir faire, pour donner le contrepoids. La plupart, tous les autres intervenants étant acquis à une cause, celle qui voulait que le CNC, ce CNC qui réorganisé ne devrait pas voir le jour. Je pensais totalement le contraire, et je suis jusqu'aujourd'hui convaincu que c'était une bonne décision qui avait été prise de donner des pouvoirs de régulation au CNC, même si, avec le temps, je regrette que le CNC n'ait pas beaucoup tiré profit, ou n'a pas beaucoup aidé notre pays et la presse de notre pays à se bonifier avec les pouvoirs qui lui ont été conférés. Donc, lorsque le moment de faire le casting de ceux qui devraient être, des 9 membres qui devaient être nommés au CNC arrive, je crois qu'au niveau de la présidence de la République, la décision avait été prise de faire participer un certain nombre de responsables, proposer les noms et les valider. Et donc, mon nom a atterri sur la table et j'avais, à l'époque, je ne sais pas si ce n'est plus le cas, la réputation d'être très critique avec le gouvernement, avec le régime, parfois même avec le président de la République, et ce que certains considéraient comme, ils disaient de moi que j'étais un opposant et tout. Mais vu ce que j'avais fait à l'émission, d'après ce qu'on m'a dit, je me suis dit, bon, je pouvais être un contrepoids, je crois, à l'intérieur du CNC. Et les gens sont opposés à ma nomination, certains sont opposés à ma nomination, qui faisaient partie de ceux qui décidaient. Et je pense qu'il était question pour le secrétaire général de la présidence de la République qui coordonnait, de s'assurer que, premièrement, j'accepterais le poste, voilà, que j'accepterais le poste, en tout cas avoir mon sentiment par rapport à ça. Il m'a reçu, j'étais très très flatté qu'il ait pensé que je pouvais faire partie de cette équipe-là. J'ai marqué mon accord et c'est comme ça que le lendemain, à 20h, j'ai été nommé au CNC, membre du CNC. Et c'était pareil avec la Commission nationale des droits de l'homme, toujours le secrétaire général. J'avais dit que j'ai voulu dire Paul Biatin beaucoup, finalement. Malgré que tu sois un peu très critique. Oui, c'est ce que les gens disent. Vous êtes gentil, vous ne dites pas que je travaille pour le régime et que ce sont les rétributions de mon travail pour le régime, donc le travail souterrain que je fais pour le régime. C'est ce que les gens disent, certaines mauvaises langues disent et tout. Non. Alors, j'ai travaillé pour être membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut savoir que dans l'ancienne formule de la Commission, ce qu'on appelle la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, parce que ce n'est plus exactement la même structure aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Ça a changé, il y a une loi entre-temps. Avant, il y avait des corps sociaux qui désignaient leurs représentants dans la commission. Et dans le décret qui organise cette commission-là, à cette époque-là, l'Union des journalistes du Cameroun, dont je suis secrétaire général, désignait 2 personnes, 2 journalistes pour représenter la presse à l'intérieur de la commission. Et lorsque le moment de renouveler les mandats des journalistes était arrivé, ceux qui étaient là ayant déjà passé 2 mandats et tout, j'ai été
tout naturellement désigné. Je peux vous dire que j'ai parlé avec les collègues membres du conseil exécutif de la commission des droits de l'homme pour dire que j'avais besoin d'aller à la commission parce que j'avais commencé Kalara. Oui, ça me donnait donc une casquette qui me permettait aussi d'avoir une plus grande influence. Voilà, vous comprenez. Et donc j'ai été désigné par l'UJC et nommé par un décret du chef de l'État. Donc ce n'est pas Paul Biya ni quelqu'un d'autre qui a décidé de me mettre là, c'est la corporation à travers l'Union des journalistes du Cameroun. C'est comme ça que j'ai été nommé là-bas. Donc ça invalide les thèses un peu farfelues. Et durant ton parcours au CNC et à la commission des droits de l'homme, est-ce que tu t'es fait beaucoup d'ennemis? Vous avez sanctionné beaucoup d'hommes de médias, vous avez sanctionné beaucoup d'hommes de médias, beaucoup d'organes de presse. Est-ce que tu t'es fait, vous, l'équipe de l'époque, beaucoup d'ennemis? Alors, dans ma conception des choses, la démarche devait être une démarche dans le sens d'abord des échanges. Les journalistes, d'abord, doivent savoir que nous, membres du CNC compris, ceux qui sont journalistes, que nous pouvons faire un travail qui est perfectible, qui peut avoir des failles. Vous comprenez? Donc on ne devrait pas sanctionner simplement pour... Donc on doit d'abord être d'accord sur... Parce qu'on parle de déontologie, ça signifie qu'on parle de démarche professionnelle. On parle d'éthique, c'est-à-dire qu'on parle des valeurs morales de notre métier. On sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. On sait comment faire les choses. Et lorsque vous n'avez pas fait ces choses-là, vous devez être d'accord pour qu'on vous sanctionne. C'est la première chose. Dans notre attitude quotidienne de journaliste, nous savons que pour faire un article, nous devons identifier des sources d'informations par rapport au sujet que nous avons décidé de traiter. Nous devons aller vers ces sources d'informations-là, soit pour collecter l'information de base, soit pour la recouper, soit pour la vérifier. C'est des choses qui sont élémentaires. Et je peux vous dire que lorsqu'un journaliste a ces réflexes-là, il a éliminé 95% des possibilités de se faire déranger par le CNC. Mais lorsque vous avez des informations imaginaires qui paraissent dans les colonnes des journaux, lorsque des journalistes s'expriment comme des personnes vulgaires, alors que dans le cursus d'un journaliste, vous avez des techniques d'écriture, vous avez des techniques, vous devez maîtriser les techniques d'écriture et tout. Mais vous devez accepter d'être sanctionné parce qu'on va vous dire, monsieur, vous avez écrit ça. Est-ce qu'on est d'accord que c'est comme ça? Et l'objectif du CNC, ce n'est pas de sanctionner, c'est de pousser le monde de la presse, dont les journalistes et les patrons de presse. Les gens se disent que je dois être conscient que je dois faire correctement mon travail. Moi, membre du CNC, si on n'a pas de plainte contre les journalistes, c'est que ce que les journalistes donnent à voir, à lire, ainsi de suite. Si on est conscient que c'est de bonne qualité, je pense que le CNC atteint largement son objectif. Ce n'est pas de sanctionner, ce n'est pas au nombre de sanctions qu'on voit que le CNC est efficace. Malheureusement, ceux qui étaient de mon époque et ceux d'aujourd'hui donnent cette impression-là. Ils passent autant à sanctionner, souvent à tort et à raison, sans que la sanction puisse parler aux acteurs du monde des médias. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, bon, je prends un exemple, parlant du discours de la haine. Qu'est-ce qu'on met dans le discours de la haine? Si on est d'accord que, par exemple, le fait de stigmatiser certaines personnes par rapport à leurs origines, on peut dire ethniques ou régionales, ainsi de suite, peut-être religieuses, ça pose un problème. Il y a des choses qu'on peut faire. Le tribalisme, par exemple, prend des proportions incroyables dans notre pays, et surtout sur le champ politique. Quel champ politique qui a pour arène les médias? Parce que vous savez très bien que pour faire illusion que nous sommes dans un environnement pluraliste, démocratique et tout, le débat se fait plutôt à la télévision, sur le web, ainsi de suite. Le gouvernement ne permet pas que les partis politiques d'opposition aillent faire des meetings. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est donc pas en démocratie. Mais de toute manière, dans cette illusion-là, c'est à la télévision qu'on va faire ça. Et vous allez voir des gens qui vont avoir des sorties sur les Boulous, sur les Bétis, sur les Bamileke. Ça n'a rien à voir avec le débat démocratique.
Vous savez comment on peut régler ça? Par exemple, on copie ce qui se passe dans le monde occidental. Par exemple, en France, est-ce que vous pouvez parler des Juifs n'importe comment? Non. Sur les réseaux sociaux, si vous parlez des Juifs n'importe comment et tout ça, vous allez voir votre compte va être désactivé. Est-ce que vous comprenez? Donc le CNC peut faire des démarches avec les patrons de certains réseaux, Facebook et tout ça, et pour dire que voilà, on met ceci. Dès qu'on voit qu'une certaine récurrence de tels propos, de tels propos, de tels propos et tout ça, bam, vous êtes bloqué et vous êtes sanctionné. Vous comprenez? Ça sera beaucoup plus efficace que ce qu'on voit. Vous comprenez? Oui, parce qu'on va étouffer. Lorsque quelqu'un a déjà vomi son poison, mais la population, elle a bu le poison, ça ne règle, les sanctions ne règlent rien. Les sanctions ne règlent rien. Donc, chaque personne qui écrit sur les réseaux sociaux sera consciente que c'est commence à dire n'importe quoi sur les Bamileke, sur les boulots, sur les bêtises, sur les étones, sur ceci, sur cela. Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'expressions qui sont des expressions à travers lesquelles on véhicule notre tribalisme et tout ça. On les identifie et tout. Et à ce moment-là, on travaille pour que ces expressions-là ne puissent pas circuler. Autre chose, dans la presse écrite, vous ne verrez pas beaucoup ça, sur le tribalisme bamileke. Vous verrez ça à la télévision. Des cas, je ne veux pas citer, récemment là. Et tout. Mais ceux qui animent les plateaux ne sont pas suffisamment conscients. Vous avez des invités, vous savez que quand ils vont venir sur votre plateau, ils vont aller sur ce chemin-là. Vous dites aux organes de presse, et nous l'avons fait à l'époque où j'étais membre du CNC, chaque fois que vous invitez un tel, vous savez que M. Elimbi Lobé ne peut pas faire une émission sans parler des Bamileke, sans faire ceci et tout ça. Dès que vous l'invitez, automatiquement, nous prenons une sanction contre vous. Vous le faisiez à l'époque? Nous l'avons fait avec M. Barola. Parce que M. Barola disait tout et n'importe quoi, n'importe où il partait et tout. Mais lorsque vous invitez, quand vous êtes un journaliste professionnel, lorsque vous invitez quelqu'un, par exemple, nous sommes en train de discuter, vous me donnez la preuve que vous avez préparé notre émission, donc vous essayez de savoir quel est le personnage que je suis, vous comprenez? Mais ça se fait, c'est élémentaire. Vous savez que M. Elimbi Lobé va venir insulter les Bamileke, vous dites ceci, vous l'invitez? Vous ne l'invitez pas, c'est votre responsabilité. Moi, je n'ai rien à faire avec M. Elimbi Lobé. Dès qu'on voit ça, on vous sanctionne, on dit, étant donné que, donc vous prévenez, on vous notifie que, voilà, vous comprenez? Et il y a un certain nombre de personnes qui font ça. On les identifie, on analyse leur discours. Quand on voit qu'ils sont dangereux, qu'ils sont recours à ce genre de pratique et tout ça, on dit d'avance. On n'a pas besoin de perdre le temps au CNC. Vous comprenez? Donc, même comment je dis ça, l'application des sanctions. Malheureusement, je ne dirai pas tout puisque j'ai un projet d'écrire un livre sur la régulation des médias. Je t'y encourage. Hein? Merci. Mais il faut aller voir comment on peut appliquer la décision. Et il y a des possibilités. Mais on ne fait pas, vous n'allez pas voir le CNC, souvent c'est 2 milliards de francs de budget sur l'année et tout ça. Combien de réflexions on a fait, des réflexions sérieuses pour essayer d'identifier des solutions par rapport aux problèmes qui se posent à notre environnement médiatique. Mais on a un truc là, vous allez voir, il y a un communiqué là qui est... On peut même déjà commencer à réciter les phrases de ce communiqué là, tous les ans, le CNC, patati patata, et puis vous aurez les sanctions là. C'est totalement inefficace. Si vous avez fait ça 10 ans durant et que ça se démultiplie, ça signifie que vous n'êtes pas efficace. On a l'impression finalement que le CNC, c'est le Conseil national des médias. Oui, mais tel qu'il a été conçu en réalité, c'est le Conseil national des médias. Okay. Le nom est trompeur, mais c'est le Conseil national des médias. Regardez ceux qui composent le CNC. Regardez vous-même ceux qui composent le CNC. Vous avez 8 hommes de médias. Sur 9, un universitaire. Donc on ne peut pas s'y tromper. Vous ne pouvez pas donc demander aux journalistes d'aller régler les problèmes de la... Et il y a un conseil national de la publicité qui existe. Donc ça ne peut pas être la communication. Et vous comprenez, donc ça concerne les médias, ça concerne la presse de manière générale. Ça concerne la presse. Est-ce qu'il y a des initiatives que tu as, des initiatives que tu as voulu mettre en place durant ton, j'ai envie de parler de mandat, durant ton passage au CNC qui n'ont pas pu être validées?
Oui, mais bien sûr, j'étais toujours ultra minoritaire. Parfois, 8 voix contre 1, parfois j'étais dans le courant minoritaire, peut-être nous étions 3 ou 4 par moment. Je ne sais pas si ça va faire plaisir à certains collègues, mais je peux vous dire que lorsque Guibaï Gatama nous a retrouvés, à un moment donné, je me retrouvais avec lui dans ce camp-là, Jean-Claude Autou, le professeur Nadine Machikou. À des moments, on disait non, on ne peut pas être ça. Mais vous aviez aussi des gens qui étaient mécaniquement orientés pour faire les choses d'une certaine façon. L'une des batailles que j'ai menées et que j'ai perdues, il faut avoir le courage de le reconnaître, c'est que la décision du CNC doit parler aux journalistes. Quand je prends la décision du CNC, je vois la motivation, c'est-à-dire là où on parle de l'argumentaire. J'ai besoin de voir que dans la pratique professionnelle, voici comment les choses se passent. À partir du moment où tu as fait ça, tu as commis la faute. C'est ce que j'ai besoin. Mais vous avez des expressions qui font dans le juridisme, qui ne parlent pas. Qui ne parlent pas. Vous comprenez? Le CNC aurait dû impacter même, comment je peux dire ça? Même l'enseignement de certains modules à l'école de journalisme. Donc, je dis que le CNC aurait pu impacter l'enseignement, par exemple, de la déontologie, le droit de la presse. Il aurait pu impacter, on aurait dit, les enseignants là-bas, ils illustrent de manière pertinente. On va aborder un autre aspect que j'ai évoqué lors de mon introduction. Ces dernières années, tu t'illustres beaucoup sur les réseaux sociaux dans la critique. Tu critiques beaucoup tes collègues, beaucoup les médias camerounais. J'ai très régulièrement vu des sorties contre Equinox Télévision, Vision 4, Amougou Beninga, plein d'autres journalistes. Pourquoi autant de sorties contre les confrères? Dans ce que j'ai appris du journalisme, le journaliste, c'est quelqu'un qui est en permanence critique. Et pendant toutes les années que j'ai passées en mutation, chaque fois qu'on avait publié une édition du journal, le lendemain, on commençait par faire la critique de ce que nous avions fait. Et on disait, ça, ce n'est pas bon, tel a massacré ceci. Et tout ça, on était très, très dur. J'ai été forgé à cette école-là. Et chaque fois qu'un collègue devait venir exposer sur un dossier qui était en préparation, il prenait le temps. Parce qu'il savait qu'on allait jauger. Vous comprenez? Quand vous voyez des confrères faire quelque chose sur la place publique, il y va de la crédibilité de la presse. On ne peut pas se taire et applaudir parce qu'on dit on est dans la confrérie, on va où? Est-ce que vous savez qu'il y a des environnements où, dans le code de déontologie et tout, c'est un devoir de dénoncer toutes les fautes que les autres confrères, les collègues et tout ça font. Aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. Pourquoi cela doit être perçu comme un problème? Vous voyez une télévision qui fait un acharnement sur un individu avec ce que j'appelle, par exemple, des arguments villageois. Vous comprenez? Non, je n'ai pas besoin, parce que cette émission, ce n'est pas le cadre pour que je vienne... Je réagis, je suis spontané dans ce que je fais. Okay. Voilà. Quand je vois et que je n'aime pas, et tout ça. Mais les gens ne viennent jamais vous dire combien de fois j'appelle aussi pour dire, écoutez, c'est très bien ce qui se passe, ou bien, et vous avez abordé ça, mais comme vous n'avez pas cette partie-là, je vous donne ça, et tout ça, essayez de voir ça. Personne ne vient vous dire ça. Auprès de ces chaînes-là, hormis peut-être Vision 4, parce que bon, hein, vous comprenez. Donc que ce soit Equinox, que ce soit et tout, mais cela apparaît parce que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux parfois des gens qui réagissent de manière comme des talibans. Ils ne savent pas. Oui, mais ils ne savent pas que souvent on est en collaboration, souvent on est en alerte par rapport, par exemple, à Equinox, par rapport à Paris. Je peux citer pour dire attention, là où vous êtes en train de partir, là, ce n'est pas bon. Et tout. Mais quand on arrive à un certain niveau, il faut que le public sache que ce qui est en train d'être fait là n'est pas bon. Vous comprenez? Nous sommes là, nous sommes au service de la communauté. Vous comprenez? Nous ne sommes pas au service de la conférence. Que donnerait une société de journalistes? Une république des journalistes? Quand je ne suis pas d'accord avec ce que quelqu'un fait et que je sais que ça impacte négativement, et surtout ça impacte même négativement
la perception qu'on a du journaliste dans la société. C'est mon devoir de sortir. Et je serais heureux que, de temps en temps, des collègues aussi me recadrent. Est-ce que quand les collègues te recadrent, tu les prends facilement? Mais qui prend ça facilement? Personne ne prend ça facilement. Le plus important, c'est l'échange qu'on a et les arguments. Et le fait qu'on évolue vers... Parce que on est dans un processus positif d'amélioration, de partage. Mais est-ce que quelque part, ça ne te fait pas plaisir d'avoir ces échanges, de faire le buzz? On t'a vu en accrochage avec Denis Kouébou à une certaine époque, récemment avec Benjamin Zébazé et d'autres journalistes. Est-ce que, dans le fond, tu ne le fais pas parfois aussi juste pour faire le buzz, rester... Non, mais pour vous dire, si je voulais faire le buzz, je serais très constamment sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que j'ai la matière pour faire du buzz. Okay. J'ai la matière, je voulais. Et quand je parle de matière, j'ai des compétences, j'ai un regard affûté. Vous comprenez? Aujourd'hui, je peux l'affirmer comme ça. J'ai un regard affûté. Je vois des choses que dans certains secteurs bien précis, que le commun des journalistes ne voit pas. Je vois, je peux faire du buzz. Vous comprenez? Mais quand vous revenez sur les cas là, j'ai un plaisir à en parler. Je suis membre du Conseil national de la communication et de la Commission nationale des droits de l'homme. Un confrère à qui j'ai tendu la main, parce que c'est moi qui ai mené Denis Kouébou à mutation et tout, parce qu'il est membre d'un syndicat, passe le temps à dire que je n'ai pas le droit d'être critique, par exemple vis-à-vis du régime ou ceci, je dois démissionner du CNC. Est-ce que vous trouvez ça c'est raisonnable? Non. Voilà. Mais plus grave, quand je vois comment il s'est organisé pour être membre de la Commission nationale des droits de l'homme, mais qui ne peut plus ouvrir la bouche aujourd'hui, pour un journaliste qui se voulait indépendant, critique, ainsi de suite, vous ne voyez pas que nous sommes... Vous voyez pas une certaine décadence et tout. Moi, Bobby Kono, je n'aurais jamais accepté d'être dans une commission des droits de l'homme et de la fermer. Jamais. Oui. On me chasserait de la commission, on me nomme, je prends le service et je dis que sur ce point-ci, je ne peux pas être d'accord. Vous ne pouvez pas défendre des droits de l'homme, il a bouclé. Parce que vous devez parler, parce que lorsque vous alertez, vous enseignez, vous faites dans la pédagogie. Quand quelque chose n'est pas bon et que vous dites que ce n'est pas bon, tout le monde voit que ce n'est pas bon. Et ceux qui croyaient que c'était bon se rendent compte aussi que ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'avoir un problème particulier. Je réponds généralement à des problèmes ponctuels qui se posent. Pareil pour Benjamin Zébazé, que je connais depuis, avant même que je n'aille à l'école de journalisme. Mais est-ce que, parce que j'ai d'ailleurs une très bonne relation, jusque-là, avec Benjamin Zébazé, je dois accepter qu'il travestisse l'histoire de notre pays, qu'il se donne des rôles qu'il aurait joués dans l'histoire de notre pays, qui sont ce qui relève de son imagination. Est-ce qu'on doit laisser, par exemple, laisser croire que ce qu'on appelle la Sainte Trinité, c'est quelque chose qui peut être positif dans un pays comme le nôtre? Hein? Parce que l'élément, le lien entre les journaux qui étaient supposés faire la Sainte Trinité, le lien c'était quoi? C'était une communauté de valeurs professionnelles par rapport à la presse? Non. C'était quoi? C'était l'amitié entre les gens là? Non. Entre ceux qui composaient ça? Non. Je connais très bien parce que moi j'ai côtoyé Ndiaye. J'ai vu, je vois ces vins que je connais Zébazé. Et tout ça, il n'était pas amis. Et tout ça, c'est quoi? Ce lien-là que je connais, que je ne nomme pas pour des raisons évidentes et tout ça, ce n'est pas un lien qu'on peut promouvoir dans un pays qui a toutes les ethnies que nous avons ici. Vous comprenez? Qu'on vienne en 2025 présenter ça comme quelque chose qui était quelque... Non! Et puis quand on a un parcours bizarre et qu'on s'est retrouvé là et qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais été journaliste, c'est dire qu'on est journaliste et tout ça. Non! C'est pas parce qu'on a écrit quelques textes,
Je ne voulais pas les qualifier. On a écrit quelques textes qui ont été diffusés, je pense avec beaucoup de légèreté d'ailleurs, parce que vu la qualité et tout, on ne peut pas venir et commencer à donner des leçons, non. Tu ne considères pas Benjamin Zébazé comme un journaliste? Je vous mets au défi de me donner 2 articles. Je lui ai posé à lui le défi. 2, 3, 4 articles. On les met ici. On les critique comme journaliste et on verra. Ok, on va fouiller. On verra, mais je me suis exercé sur l'un seul de ces articles. Un seul. Et il a présenté un autre. Je me suis dit, il ne fallait pas, dans un combat, il faut quand même être un peu élégant. Mais c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à la presse, cela dit. Donc il est plus un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Il a apporté beaucoup. Il a aidé. Avec ses moyens, il a modernisé la fabrication, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse s'en contenter? Est-ce qu'il a besoin de venir dire qu'il est nécessairement un grand journaliste pour qu'il soit reconnu? C'est ça le problème. Et tout. Pourquoi si je n'étais pas journaliste, je ne suis pas médecin. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai échoué l'entrée à l'école de médecine. Oui, mais non, je n'avais pas présenté, parce que je n'avais pas les trucs. Mais vous comprenez, je ne viendrai pas là dire que voilà, je suis ce que je ne suis pas. Je m'en voudrais, avant de sortir, de ne pas évoquer un sujet, l'affaire Martinez-Zogo. Tu as beaucoup suivi cette affaire avec ton journal et tes différentes sorties sur les réseaux sociaux. Tu as couvert beaucoup de procès au Cameroun, depuis mutation jusqu'à ce jour. Est-ce que tu comprends, ou bien j'avais dit pourquoi, je me pose cette question, pourquoi autant de lenteur dans cette procédure? Toi qui as couvert beaucoup de procès. Alors, la lenteur, je pense que le fait, d'abord, que la législation de notre pays donne à la justice militaire une exclusivité par rapport à certains types d'affaires est une mauvaise chose. Parce que le militaire est toujours soumis à un chef hiérarchique. Donc même le juge militaire est soumis. Ce n'est pas pour dire que les juges de l'ordre judiciaire civil ne sont pas soumis. Alors, certains se comportent comme s'ils étaient même... Ils devraient faire ce qu'on leur commande de faire, c'est vrai. Mais là-bas, c'est comment on peut dire ça? C'est structurel, c'est comme ça. C'est structurel. Donc il y a cette difficulté-là parce que les juges militaires, ils ont leur manière de faire. Mais au départ, il y a la qualité des personnes qui ont été ciblées comme des protagonistes importants de cette affaire-là. Alors, lorsque vous avez pris, à tort ou à raison, le patron de la DGE, vous croyez que ça reste encore un procès ordinaire? Lorsque vous avez forcé en plus pour le prendre et le mettre là-dedans, tel que cela a été révélé par le contenu même des enquêtes, les conclusions, un certain nombre de conclusions, quand on conclut, quand la commission mixte conclut son enquête et dit que ce monsieur-là n'a rien à voir, lorsque à un moment donné le juge d'instruction arrive à un stade, il dit ce monsieur-ci n'a rien à voir, mais il est là. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites ça, vous complexifiez l'affaire pour rien. Mais lorsque vous avez des acteurs, des suspects ou des accusés de la carrure de M. Amogo Bellinga et tout, vous devez comprendre. C'est quand si vous voyez bien la personnalité, quels sont les responsables publics de premier plan qui gravitent autour de la personnalité? C'est qui? Quand vous voyez ça, vous voyez que le sort de Amogo Bellinga ne concerne pas que M. Amogo Bellinga. Ça concerne beaucoup de gens. Ceux qui sont ses soutiens, ses amis, ses partenaires, et ceux qui sont ses ennemis, ses adversaires. Tout ça, ça complexifie un peu l'affaire. Voilà. Et nous avons dans notre pays, pour certains événements, pour certains crimes, notre pays a eu la fâcheuse habitude de torpiller les enquêtes. Vous connaissez comment l'enquête sur la mort de Monseigneur Bala a été achevée?
c'est probablement comme ça que l'affaire Martinez-Zogo aurait pu s'achever. Malgré le caractère grossier, malgré la foultitude, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont retracées, qui sont connues. Et tout. Dans l'affaire Martinez-Zogo? Dans l'affaire Martinez-Zogo, oui, bien sûr. Des images, des témoignages, des dénonciations et tout. Oui. Parce que dans l'opinion publique, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi ça a commencé très vite, on a commencé à arrêter les gens ?» Oui, mais bon, c'est normal de se poser la question. Mais quand on s'intéresse au dossier, on voit très bien que vous avez un gendarme qu'on avait contacté longtemps avant que Martinez-Zogo demeure pour lui dire que fais ça à Martinez-Zogo. Qui le jour où il apprend que Martinez-Zogo est mort, va comme un bon gendarme dire à sa hiérarchie que moi on m'avait contacté pour infliger tel truc et tout ça. Et c'est elle qui m'avait contacté. Vous avez la technologie qui est là, qui permet de voir un certain nombre de choses. Vous comprenez? Mais quand on est dans un pays où, avec les réseaux sociaux, on fait croire que c'est la magie qui fait que, et tout ça. Mais est-ce que nous rendons service? Qui informe les Camerounais par rapport à ce genre de choses? C'est plus les réseaux sociaux. Qui même dans les réseaux sociaux? Les lanceurs d'alerte. Non, ils disent qu'ils sont lanceurs d'alerte. Je n'ai pas vu les alertes qui sont lancées. Mais ces personnes-là, qui pour certaines ont rêvé d'être des journalistes, certaines ont exercé, mais ne sont pas arrivées à bout de leur formation et apparaissent comme les plus grands informateurs aujourd'hui et tout. Et à 6000 km font, vous comprenez, publient tout et n'importe quoi. Et nous, les gens lisent ça, ils gobent ça. Et tout. Ça influence seulement. Maintenant, lorsque vous avez dans une procédure aussi, qui a été menée comme elle a été menée, parce que le juge militaire, d'instruction militaire, a décidé de boucler l'enquête après 12 mois. La loi lui permettait d'aller jusqu'à 18 mois. Donc on peut dire qu'il a bouclé son enquête de manière précipitée, puisque ses collègues viennent dire aujourd'hui qu'il corrige des erreurs matérielles qu'il a faites. Qui lui a demandé de boucler ça comme ça? Mais c'est parce que le juge militaire, c'est un juge aussi sur les autres. Donc, cet environnement-là fait que ce procès-là, heureusement, les Camerounais ont une très très grande attente par rapport à ce procès-là. Mais beaucoup de choses sont réunies pour que ce ne soit pas un procès normal, que ça lambine comme ça lambine. En tout cas, pour les internautes qui veulent avoir la bonne info sur cette affaire, il faut aller dans Kalara. Oui, dans le site de Kalara, www.kalara.net. On va bientôt terminer. Tu exerces un métier, ou bien je vais dire un domaine très délicat, la justice, le côté judiciaire. Est-ce que ça ne fait pas peur à madame votre épouse? Tout à l'heure, tu as dit que tu as passé beaucoup de temps en justice. Est-ce que ça ne fait pas peur à madame? Je fais partie des meubles de notre famille, comme ma femme et nos 2 enfants. Et donc, on partage. On partage. Donc, les projets, quand nous avons des projets, que ce soit des projets professionnels qui concernent une personne, nous partageons. Donc, elle sait ce que je fais. Et elle sait dans quel environnement on évolue. Donc, non, elle n'est pas particulièrement. Il y a même des gens qui sont allés, qui ont essayé d'influencer mon épouse en allant lui raconter des choses. Et pour qu'elle te laisse. Elle, voilà la réponse qu'elle a souvent. Elle dit que, mais s'il pense que c'est la bonne chose à faire, c'est que c'est la bonne chose. Vous connaissez depuis? Oui. Combien d'années? Ouais. Avant que tu rentres dans le journalisme ou bien? Bon, on se connaissait déjà parce que je ne suis pas allé chasser très loin de la maison quand même. C'est-à-dire, elle est journaliste également? Non, voilà, mais on s'est connus dans la petite localité de Bokito où j'ai passé quelques temps et où elle est née. Voilà, les familles étaient un peu, c'était des familles, pas un peu, les familles sont amies. Donc, dans ma belle famille, je suis plus considéré comme un frère, un cousin, que comme un beau-frère. Combien d'années de mariage? Elle aussi chez moi. Combien d'années de mariage? On s'est marié quand ça a dépassé, enfin c'est 80 combien, je ne sais pas. Ma fille est née à 16 ans, on doit avoir 17 ans de mariage. Wow, c'est quoi le secret d'une telle longévité? Moi je suis à 4 années de mariage. J'aimerais bien avoir le secret pour tenir aussi longtemps. Non, nous sommes, mon épouse, moi et nos enfants,
on leur communique ça. Nous sommes comment je peux dire ça, nous sommes entiers dans ce que nous faisons. Donc, il y a des chocs, mais on sait absorber les chocs, puisque on sait que bon, tel est comme ça, là, tel est comme ça, voilà, c'est tout. Nous ne devons pas pouvoir aller choquer l'autre. Je ne l'accuserai jamais de malveillance, elle non plus, mais peut-être de maladresse, oui. Ça peut arriver sur un sujet qu'on connaît ça. Et voilà. Et chez nous, les problèmes ne dorment pas. Donc si on a un malentendu, là, on le règle, puis le lendemain, on est passé à autre chose. Et chaque jour, vous réglez vos problèmes s'il y a un problème? Mais les problèmes n'ont pas vocation à dormir. Les problèmes, comment je peux dire ça, les problèmes dans un couple, dans une famille, n'ont pas vocation à dormir. Parce que même en entreprise, si vous passez le temps à couvrir, vous allez voir ce que ça va créer. Après, ça crée une bombe. Mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose à clarifier, parce que ça peut partir d'une rumeur infondée, ça peut partir d'une rumeur vérifiée, avérée, et tout, mais vous réglez, vous dites, bon voilà, ça s'est passé comme ça, là, on ne vous a pas donné vos frais de reportage cette semaine-ci, pour telle raison, il y avait peut-être l'argent dans la caisse, mais on a eu tel truc, la machine là s'est gâtée, il vaut mieux qu'on repasse cette machine-là, plutôt qu'on aille faire des reportages alors qu'on n'a pas la machine pour faire la mise en page du journal, vous comprenez? Donc quand vous réglez les problèmes comme ça, là, voilà, ils s'en vont aussi, mais si vous les laissez, ils vont se cristalliser, et bon... C'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que si quelque chose me paraît bizarre, je vais dire immédiatement que ça me paraît bizarre. Parfois, on peut m'accuser d'être maladroit dans la façon de le dire et tout. J'ai dit, mais est-ce que c'est faux? Est-ce que bon, voilà. Et puis on passe à autre chose. C'est tout. Merci Bobby d'être passé chez nous, chez moi. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ton long parcours, ta longue et riche carrière. Plaisir partagé. Et j'espère quand même que je pourrai avoir un jour la force d'écrire parce que nous avons échangé. J'avais à certains moments le frère en main. Voilà. Et bon, il y a des choses que je voudrais révéler dans des contextes où ça doit être bien compris parce que souvent, un bout d'information et tout, quand ça commence à circuler sans une bonne mise en contexte, ça peut produire des choses qu'on ne souhaite pas. C'est comme je suis assez malheureux de voir que si je fais une sortie sur les réseaux sociaux, c'est que je suis contre. Je ne suis pas contre. En général, je suis très confraternel et tout. Mais comment je veux dire ça? C'est les obligations de la confraternité font que, voilà, on doit se critiquer. Je ne vous ai pas dit quelque chose. Quand je suis arrivé à Douala avec certains autres confrères, nous avons créé ce qu'on appelait le club du vendredi. Et qu'est-ce qu'on faisait le club du vendredi? Tous les vendredis, on se réunissait, on passait en revue tout ce qu'on avait produit dans la presse, on critiquait. Et on était, voilà. Vous comprenez, la critique ne doit pas être perçue comme une mauvaise chose. Tout ce qui est appelé à se bonifier passe par la critique quand elle est constructive. Merci. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis devant votre mobile et même devant votre téléviseur. On se donne rendez-vous très bientôt avec une autre personnalité tout aussi inspirante. À très bientôt.